Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est sans doute la première fois depuis le début de la guerre à Gaza que les chances de paix sont si grandes à tout juste une semaine du 7 octobre. 2 ans après les massacres perpétrés par les terroristes du Hamas en Israël, Donald Trump est parvenu à faire accepter son plan pour la paix à Benjamin Netanyahou. À l'issue de leur entretien à la Maison-Blanche, le président américain s'est dit plus que confiant. Écoutez. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre aurait pu réussir, voire même être aussi proche de réussir. Mais nous y sommes pour la première fois, on peut probablement le dire. J'espère que nous aurons un accord pour la paix et si le Hamas rejette ce deal, ce qui est toujours possible, alors que tous les autres l'ont accepté, mais j'ai le sentiment que nous allons voir des avancées positives, eh bien, dans le cas contraire, Netanyahou et Israël auront mon soutien total pour faire ce qui doit être fait. Faire ce qui doit être fait, soit terminer le travail par les armes, c'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou hier. Frédéric Simon, bonjour, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Ce que Donald Trump propose, c'est un plan en 20 points pour ramener la paix dans la région. Quels sont les termes de ce plan, Frédéric ? Eh bien, elle prévoit la libération de tous les otages vivants et morts détenus par le Hamas en 3 jours maximum, ainsi que la démilitarisation du Hamas. Parallèlement, l'armée israélienne devra se retirer graduellement de l'ensemble de la bande de Gaza, exception faite d'une zone tampon le long de la frontière. C'est une force internationale de stabilisation armée qui prendra le relais. Les membres du Hamas qui s'engageront à renoncer au terrorisme bénéficieront d'une amnistie. L'aide humanitaire transitera sans restriction. Enfin, un gouvernement de technocrates palestiniens et d'experts internationaux dirigera temporairement la bande de Gaza. Il sera lui-même supervisé par un conseil de paix dirigé par Donald Trump. Voilà pour le plan. Frédéric, on attend toujours ce matin la réponse du Hamas. Oui, hier, le groupe terroriste faisait savoir qu'il allait évaluer le plan de paix américain dans un esprit positif. Le Hamas pouvait difficilement rejeter d'emblée l'initiative américaine, d'autant plus qu'elle a été approuvée par les 2 derniers soutiens du groupe terroriste dans la région, à savoir le Qatar et la Turquie. Mais il est peu probable que le Hamas finisse par approuver le plan sans réserve. De très nombreuses clauses lui sont défavorables, très défavorables. Il est probable par conséquent qu'il existe des modifications qui pourraient risquer de faire échouer la mise en œuvre du plan de paix. Merci Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Notez que 8 pays arabes et musulmans se sont dit prêts à coopérer avec les États-Unis pour finaliser cet accord. Les premiers ministres britanniques et italiens ainsi que le président du Conseil de l'Union européenne y voient une vraie chance de paix. Sur X, Emmanuel Macron a salué l'engagement de Donald Trump pour mettre fin à la guerre et faire libérer les otages, estimant, je cite, que le Hamas n'a pas d'autre choix et assurant que la France est prête à contribuer. Le chef de l'État sous pression des oppositions, également la motion de destitution engagée par la France Insoumise va être examinée demain en commission des lois de l'Assemblée nationale. Une démarche qui a peu de chances d'aboutir, mais si l'élection suprême avait lieu demain, qui l'emporterait ? Eh bien, selon un sondage IFOP pour l'opinion, le RN serait en tête avec 33 à 35% d'intention de vote, que le candidat soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Côté macroniste, seul Édouard Philippe passerait au second tour avec 16 à 19% des suffrages, talonné par Raphaël Glucksmann avec 14 à 16% d'intention de vote. En attendant, en ce 30 septembre 2025, 3 semaines après sa nomination à Matignon, le pays n'a toujours pas de gouvernement. Oui, et pas non plus de projet de budget en vue. Or, cette semaine est celle de tous les dangers pour Sébastien Lecornu, le Premier ministre, Jacques Serret. Oui, vendredi dernier, il promettait de nommer son gouvernement avant l'ouverture de la session parlementaire, ce qui correspond à demain, mercredi 1er octobre. Mais pour l'instant, le Premier ministre semble toujours sans solution. Hier encore, devant ses alliés, il a promis des baisses d'impôts, notamment en faveur du travail, et s'est dit ouvert à un débat sur la justice fiscale. Autrement dit, une fois de plus, rien de concret, tout reste flou. Pour tenter d'être plus clair, notamment auprès des Républicains, Sébastien Lecornu va donc prendre la plume pour formuler ses engagements par écrit. Un document censé ouvrir la voie à un contrat de gouvernement avec LR, de quoi susciter la défiance des socialistes qui posent un ultimatum pour vendredi. Rencontre de la dernière chance, prévient le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. À cela s'ajoute la pression de la rue avec une nouvelle mobilisation jeudi de l'intersyndicale bien décidée à peser. Plus que jamais, le nouveau locataire de Matignon se retrouve acculé de toutes parts. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Allez, restez avec nous sur Europe 1 dans un instant quand la très progressiste mairie de Strasbourg fait le choix d'une femme voilée pour promouvoir sa douceur de ville. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1.
Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique revient. Renault s'y engage avec Renault 5 e-Tech électrique, fabriqué en France à 120 € par mois sans apport. Inscription sur Renault.fr. Avec Renault, choisissez le leasing électrique Made of France. Portes ouvertes du 9 au 13 octobre. R5 5, noir étoilé hors option. LLD 37 mois, 37 500 km. Prime CEE, dispositif leasing social, 6 247 € déduite. Offre sous réserve validation, condition finale du dispositif pour particuliers dès le 30 septembre 2025. SIA Cardiaque. Fait d'esprit français. Condition Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 8h07 sur Europe 1, la suite du journal, Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. La stupéfaction à Évry-Courcouronnes en Essonne. Hier en fin d'après-midi, un ado de 18 ans a été frappé à mort en pleine gare RER. Roué de coups par plusieurs individus, aucun n'a été interpellé pour le moment, mais une enquête pour homicide volontaire, association de malfaiteurs et violence volontaire en réunion a été ouverte. Ce matin sur Europe 1, la mairie écologiste de Strasbourg fait-elle le jeu du communautarisme religieux ? C'est en tout cas ce dont l'accusent plusieurs personnalités politiques et spécialistes de l'islamisme après le lancement d'une campagne de communication qui vante la douceur de ville. 8 portraits de seniors strasbourgeois accrochés dans les rues, dont celui d'une femme voilée. La municipalité défend sa vision cosmopolite de la ville et la diversité de sa population, mais ce cliché fait polémique. Les précisions de la correspondante d'Europe 1 à Strasbourg, Mélina Fachin. Les critiques s'accumulent sur les réseaux sociaux à propos de cette affiche. Il ne faut pas s'habituer à ces images, écrit sur X Florence Bergeau-Blaclair, spécialiste des frères musulmans. Le voilement obligatoire est une atteinte à la liberté d'expression des femmes. Emmanuelle Brisson, ancienne candidate LR aux législatives, y voit une propagande islamiste. Même à gauche, cette campagne de communication interpelle. Anne Pernelle-Richardot, élue socialiste d'opposition à Strasbourg, accuse la municipalité de diviser ses habitants. Ma critique porte sur la stratégie de communication en pleine campagne municipale avec une instrumentalisation du fait religieux. Ça m'aurait choqué tout autant au nom de la laïcité qu'il y ait une personne portant une kippa, une croix ou un voile. Ma position a toujours été claire, ni communautarisme, ni exclusion. La municipalité de Strasbourg se dit pour sa part sidérée par cette polémique. Notre ville est cosmopolite et belle de l'engagement de ses habitants, écrivent 2 adjoints à la maire sur les réseaux sociaux. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Comment protéger nos églises ? 86 sénateurs ont signé une tribune sur le site Boulevard Voltaire pour demander des mesures concrètes. Oui, alors que le nombre de vols et de dégradations dans les églises ne cesse de croître, plus 13% en un an. 401 actes antichrétiens ont été recensés en France sur les seuls 6 premiers mois de l'année. Fidèles et prêtres en appellent à davantage de soutien de la part du gouvernement, Cyril de la Morinerie. Oui, face à la multiplication des actes antichrétiens, les croyants se sentent particulièrement démunis. L'initiative d'une partie des sénateurs est saluée par Monseigneur Patrick Chauvet. Le recteur de l'église de la Madeleine à Paris a dû faire face récemment à des manifestants pro-palestiniens. J'ai été envahi par des personnes pour la cause de Gaza et qui a perturbé une célébration eucharistique, la messe à la Madeleine, en août. La tribune des sénateurs, elle est tout à fait fondée et ça peut faire avancer les choses. En France, il n'existe pour le moment qu'une seule association qui accompagne les croyants menacés ou agressés en raison de leur foi en Jésus-Christ. Il s'agit de l'ADVAC, association de défense des victimes d'actes antichrétiens. Son président Thomas Ménestrier demande à l'ensemble des parlementaires de se pencher sur le sujet. Toute la classe politique devrait s'en emparer, quel que soit le bord politique. C'est vrai qu'on ferme plus volontiers les yeux sur les actes que l'on qualifie d'antichrétiens que sur les comportements visant les juifs ou les musulmans. Comme les 86 sénateurs, l'association ADVAC demande la mise en place d'un dispositif national de signalement et d'accompagnement des victimes d'actes antichrétiens accessible au grand public avec des numéros d'alerte. Cyril de la Morinerie. Le football, le retour de la Ligue des Champions ce soir. L'OM reçoit l'Ajax Amsterdam à 21h. Demain, Monaco, Manchester City et Barcelone, PSG. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous à partir de 8h30, vos signatures Europe 1. Ce sera Samuel Fitoussi ce jour. Et dans un instant, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Carucci. Bon réveil avec Europe 1, 8h10.